La 7e édition du Festival d'histoire et de sciences humaines et sociales L'Histoire à venir, organisée par l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, le Théâtre Garonne, la librairie Ombre Blanche et les éditions Anacarsis, se tenait du 22 au 26 mai 2024. Dans le cadre de sa thématique « Au nom de la loi », la librairie Ombre Blanche recevait mercredi 22 mai l'historien Arnaud-Dominique Hout, spécialiste de l'histoire sociale et culturelle, de la sécurité, de la gendarmerie et des polices françaises. Il y présentait son ouvrage « Citoyens policiers, une autre histoire de la sécurité publique en France, de la garde nationale aux voisins vigilants », publié aux éditions La Découverte, lors d'une rencontre animée par Sylvain Palmier. Merci beaucoup Samuel, merci à vous d'être venu et merci aussi évidemment à tous les bénévoles qui ont permis à ce que cette édition puisse encore se tenir. Alors aujourd'hui, nous accueillons Arnaud-Dominique Hout, excusez-moi, je prends mes notes, qui est historien, qui est spécialiste entre autres de l'histoire sociale du 19e siècle et aussi de l'histoire de la gendarmerie, qui est auteur de plusieurs ouvrages sur les vols, la criminalité, etc. Entre autres, Propriété défendue, la société française à l'épreuve du vol au 19e et 20e siècle, qui est publié chez Gallimard, mais qui est là aujourd'hui pour nous présenter son dernier ouvrage, Citoyens policiers, une autre histoire de la sécurité publique en France, de la garde nationale aux voisins vigilants, publié chez La Découverte. Et donc, tout d'abord, je voudrais revenir un peu sur ce titre, c'est Citoyens policiers. Alors, citoyen, c'est un terme, je pense, relativement compréhensible. C'est plus sur cette notion de citoyen policier. C'est quoi, au XIXe siècle, la fonction de policier à une époque où finalement la police nationale n'existe pas encore? Merci beaucoup pour votre question qui va nous mettre tout de suite dans le cœur du sujet. Et merci, je dis un mot quand même, à toute l'organisation. C'est vraiment très agréable d'arriver ici et d'avoir du public et tout, et de pouvoir échanger avec vous. C'est précieux, c'est des moments importants. Alors, le titre « Citoyen policier », je vais peut-être commencer par un aveu. Il s'est fixé à la toute fin, c'est-à-dire à l'été dernier. Puisque pendant longtemps, mon titre de travail, c'était « Citoyen vigilant ». Et puis, je me suis posé la question, alors il y avait le problème, je voulais voisin vigilant dans le titre, donc il y avait une répétition qui n'était pas très heureuse. Et puis surtout, je me suis dit que finalement, fondamentalement, la notion de policier était plus évocatrice. Pas forcément plus juste pour décrire justement le 19e siècle, parce qu'il y a un problème d'évolution des mots, hein, le terme de policier a quand même un peu glissé de sens, mais plus évocatrice, et c'est au fond ce qu'on cherche dans un titre. Alors l'idée clé, hein, ici, c'est au fond de partir de ce constat que tous, hommes et femmes, plus hommes que femmes à travers l'histoire, mais c'est justement un des enjeux du livre, ont été amenés, sont amenés, seront amenés à participer à des fonctions, alors policière est peut-être un grand mot, parapolicière si on veut, tout simplement parce qu'on peut être amené de la manière la plus triviale à faire la circulation sur une scène d'accident, à témoigner, à assurer la sécurité d'un bâtiment qui vient d'être cambriolé, il faut que quelqu'un soit à la porte. Enfin, voilà, ce n'est pas des fonctions très spectaculaires ni très marquantes, mais ça renvoie à cette idée qu'il y a une grande diversité de fonctions policières, sécuritaires, un peu comme on veut finalement ici pour le terme. Et le pari, c'était au fond de se dire que on pouvait en faire l'histoire. On pouvait historiciser cette question. Et donc la grande question, au fond, c'était surtout de voir comment tout ceci évoluait. Et d'une certaine manière, à travers ce pari, à travers cette grande question, d'interroger notre rapport de citoyens usagers de la police. Usagers et acteurs, mais justement, interroger l'acteur de la police, c'est un moyen de comprendre aussi quels usagers nous sommes et nous voulons être. Et donc, c'est une de mes premières interrogations également, ça m'a un peu surpris, alors c'est peut-être parce que je suis très ignorant sur le sujet, mais pour moi, la fonction du maintien de l'ordre, c'était une fonction régalienne, c'était une fonction qui était dévolue aux autorités, à l'État,
Comment est-ce que c'est possible qu'une fonction régalienne comme celle-ci soit déléguée finalement à des citoyens plus ou moins lambda ? Oui, alors c'est justement au fond le sujet premier du livre. Il y a peut-être une phrase qu'on entend tous, qui circule souvent de manière déformée, c'est la citation de Max Weber, qui évoque le monopole de la violence légitime. Enfin, il y a plusieurs manières d'ailleurs de le traduire. C'est de l'allemand, hein, donc ça se traduit et ça peut être traduit de manière un peu différente, avec des connotations différentes. Mais ce qu'on oublie souvent de rappeler, c'est que Max Weber, justement, décrit un processus dont il ne dit pas d'ailleurs qu'il est achevé, mais qu'il est en cours. Et ce processus, c'est celui justement du renforcement de l'État, d'une forme de bureaucratisation, d'étatisation, et donc un processus que lui, au début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, il voit comme finalement une sorte de modèle explicatif historique. Alors c'est important parce que ça veut dire que pendant la plus grande partie probablement de l'humanité, le maintien de l'ordre n'est pas du tout une fonction régalienne, c'est une fonction justement qui relève d'abord des individus, qui est privée, et ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser justement un certain nombre de problèmes. Alors il se trouve qu'on a une tendance forte qui commence en fait dès le XVIIIe siècle, avant la Révolution française, qui est une tendance à vouloir une police plus efficace, donc à vouloir une police plus professionnelle. Alors je précise que ce processus n'est pas spécifique à la sécurité et à la police. On retrouve le même processus, il a été étudié il n'y a pas très longtemps dans un ouvrage très stimulant, il a été étudié sur la question du nettoyage et de la salubrité. Comment la fonction d'éboueur devient justement une fonction là aussi publique. Parce que c'était les individus qui étaient chargés de gérer leurs ordures. Et puis petit à petit, on considère que non, il vaut mieux que ce soit la puissance publique qui s'en occupe. C'est le XVIIIe siècle. C'est un moment finalement où avec la croissance urbaine, la réorganisation administrative, on considère qu'il faut rationaliser tout ça. Mais cette rationalisation, elle a un coût. Si vous voulez créer une police qui soit professionnelle, qui soit gérée par l'État ou par la municipalité d'ailleurs, peu importe l'échelle, mais par un pouvoir public, il faut de l'argent. Et évidemment, c'est compliqué de mobiliser les ressources. Et un autre frein, c'est que c'est compliqué de faire accepter ces polices professionnelles, qui vont avoir justement une autorité et donc qui vont pouvoir peser sur la vie quotidienne des individus. Donc, on garde durablement des modèles civiques de police où les simples citoyens sont invités eux aussi à faire la police. Et ce modèle-là, c'est au fond le modèle qui reste théoriquement dominant au XIXe siècle, mais qui justement connaît au fond à ce moment-là ses derniers feux. Ce modèle, c'est celui de la garde nationale. C'est vraiment l'institution centrale ici, parce que la garde nationale, elle est née juridiquement, politiquement avec la Révolution française, mais elle ne sortait pas de nulle part. Elle est au fond la restructuration un peu plus institutionnelle et politique de ce qu'on appelait avant les milices bourgeoises. Et les milices bourgeoises, comme son nom le suggère, c'est des propriétaires qui font leur propre police, de manière très variable selon les lieux, plus ou moins efficace, avec plus ou moins d'auxiliaires professionnels ou plus ou moins une gestion directe. Et donc, sous la Révolution française, on institutionnalise cette garde nationale qui va exister plus ou moins activement jusqu'en 1871. Donc, c'est quand même une très longue période historique. Et pendant cette longue période, il y a une sorte de tarte à la crème des discours médiatiques qui est de dire que la garde nationale, c'est le bon modèle de police. C'est celui qui respecte justement les libertés parce que les gens font eux-mêmes leur police. Donc, ils ne vont pas trop abuser. Donc, ça va bien se passer. Mais évidemment, les mêmes journalistes et les mêmes éditorialistes, chroniqueurs, écrivains qui font l'éloge de cette garde nationale sont les premiers aussi à constater qu'en réalité, ça ne marche pas très bien. Et ça ne marche pas très bien essentiellement parce que justement, il y a une demande d'efficacité, une demande de professionnalisme qui ne peut pas être satisfaite par des citoyens amateurs qui n'ont pas que ça à faire et qui d'ailleurs sont de moins en moins motivés pour faire des gardes nocturnes, des patrouilles, et qui cherchent tous les prétextes possibles pour ne pas le faire. Et donc c'est pour ça qu'au cours du XIXe siècle, ce modèle finalement amateur de police a tendance à disparaître. Il a tendance finalement à faire preuve de son inefficacité, si on veut, et donc à donner, à contrario,
une plus grande force, une plus grande légitimité aux polices professionnelles. Est-ce que ça vient de là, finalement? Moi, en lisant le livre, c'est un peu l'impression que j'ai eue, mais vous me corrigerez si j'ai mal compris, que finalement, la naissance d'une police professionnelle vient, entre guillemets, du fait que voilà, les bourgeois qui étaient les plus intéressés par cette question du maintien de l'ordre, parce que c'est eux qui ont aussi le plus à perdre, le plus à se faire voler, etc., finalement, n'ayant plus du tout l'envie ou le temps, ou ils ont fini par déléguer, c'était déjà quelque chose qui se pratiquait au temps de la garde nationale, finalement, de laisser leur tour de garde payer quelqu'un pour le faire à leur place. Et donc, finalement, quitte à payer quelqu'un, autant que ce soit des gens qui le fassent régulièrement et que ce soit organisé de manière professionnelle. C'est une des manières de lire la naissance de la police. Alors, il faut juste ajouter une complication. Quand on parlait de fonction régalienne, il y a une dimension régalienne du maintien de l'ordre, mais elle est très spécifique. C'est la police politique, le renseignement. Ça, on n'a jamais pensé que ce serait les citoyens qui allaient l'assurer. Il faut bien sûr de la surveillance politique, de l'espionnage, et tous les régimes en ont utilisé à différents degrés. Et il faut aussi une troupe anti-émeute, une troupe capable justement de faire face à des menaces lourdes. Et ça, historiquement, c'est l'armée. Mais l'armée, elle n'est pas forcément apte à exercer ses fonctions, et donc de plus en plus, on lui substitue justement la gendarmerie, typiquement, ou les différentes polices professionnelles qui se développent. Alors ça veut dire que concrètement, on a déjà, dans l'écosystème de la sécurité, une police, enfin des polices, de différentes natures et statuts, qui existent et qui sont plutôt pensées en fonction de ce que l'État demande d'elles. Donc il y a une sorte de ligne directe, l'État dispose de ses propres polices. Et c'est à ce moment-là, justement, que ces polices qui existent vont voir leur rôle gonfler. Parce que, comme on le disait, finalement, il y a des demandes sociales pour une police du quotidien, pour une police notamment, justement, de la protection des biens et des personnes, on va dire, pour le dire vite, hein, une police judiciaire aussi, d'une certaine manière. Et cette police-là, on souhaite de plus en plus qu'elle soit exercée par des professionnels. Et il se trouve que les gendarmes, les policiers, ils sont là. Alors, c'est vraiment très évident dans l'histoire de la gendarmerie, et au fond, c'est quelque chose que j'avais étudié dans ce qui était ma thèse de doctorat, il y a une vingtaine d'années. J'étais en train de dire 15, mais non, on ne va pas compter, il ne faut pas faire de l'histoire. Dans ma thèse de doctorat, justement, j'avais travaillé sur la gendarmerie au XIXe siècle, et j'avais montré qu'en fait, on avait un changement d'identité professionnelle, puisque la gendarmerie, dans la première moitié du XIXe siècle, se vit un petit peu comme une troupe anti-émeute, une troupe de choc, qui rêve au fond d'être reconnue par l'État comme indispensable à la sécurité publique. Très bien, la réalité est assez différente, mais c'est leur imaginaire. Et à la fin du XIXe siècle, c'est plus du tout ça. À une ou deux générations d'écart, on a des gendarmes qui se définissent comme étant ceux qui garantissent la paix publique dans les campagnes, ce qui n'est pas du tout la même chose, mais ce qui n'est pas moins noble, et ce qui leur donne une nouvelle identité sociale, finalement d'ailleurs beaucoup plus consensuelle. Ça correspond à ce nouveau rôle, ce rôle qu'ils ont finalement pris à ce qui était autrefois les gardes nationales dans les villes, ou tout simplement les communautés villageoises dans les villages, où il y avait des formes justement discrètes de contrôle social qui existaient et qui ont tendance à être de plus en plus délégués à la gendarmerie ou à la police. Alors, je vais partir d'un exemple aussi dont vous parlez au début du livre. À un moment donné, il me semble que c'est les gardes nationaux qui prennent des voleurs, et vous expliquez que pris sur le fait, ils ont pendu les voleurs pour l'exemple. Est-ce que c'est ça aussi qui se joue, entre guillemets, on voit du coup qu'ils appliquent directement en fait la sentence. Est-ce que c'est quelque chose qui a joué dans ce processus, une volonté de séparer plus clairement les pouvoirs exécutifs, législatifs, et voilà, cette idée que la police aussi a un rôle pour faire maintenir l'ordre, mais ne procède pas directement au jugement, comme ça pouvait être le cas par moment avec des milices qui s'emportent, entre guillemets. Oui, alors c'est une question importante, parce qu'en fait, quand on parle de garde nationale, on va regrouper des unités, des individus qui, selon le contexte politique, vont être très très différents. Et là, il faut vraiment introduire une différence. Alors je vais schématiser un petit peu, mais au fond, ça résume bien, je pense, le 19e siècle. Il y a deux types de garde nationale.
Il y a la garde nationale des bourgeois propriétaires qui a une obsession principale, c'est justement sécuriser la rue, spécialement la nuit. Donc celle-là, c'est celle qu'on retrouve la plupart du temps. Celle-là, en général, ne va pas être trop impliquée dans ce genre d'exaction parce qu'elle est en relation très étroite avec l'armée ou la police. Et donc, si ils trouvent des voleurs, ce qui arrive évidemment, ils les remettent aux forces légales et à la justice. Mais il y a un deuxième type de garde nationale dans les moments de paroxysme révolutionnaire. C'est le cas en 1792-94, c'est le cas un petit peu en 1830, beaucoup en 1848, beaucoup aussi pendant la Commune de Paris, et même un peu plus avant même la Commune, pendant le siège de Paris. Dans tous ces moments-là, on a une situation qui est très différente, c'est qu'il n'y a presque plus de police légale. La police, justement légalement constituée, elle a plus ou moins disparu parce qu'elle incarnait le régime désormais déchu, et donc il y a un vide du pouvoir. Ça correspond aussi à des moments révolutionnaires où la garde nationale est renouvelée. C'est-à-dire que ce ne sont plus les mêmes, ce ne sont plus les grands bourgeois ou les moyens bourgeois d'ailleurs, ce sont davantage les acteurs des révolutions. Et ces acteurs des révolutions, sans doute plus motivés, plus confiants envers leur rôle, et n'ayant pas de police professionnelle pour les épauler et les contrôler, ils vont se livrer à des exactions. Alors cet exemple-là, c'est au printemps 48. Et c'est assez célèbre parce qu'au printemps 48, on a une révolution qui est réputée pour être très fraternelle, et elle l'est, hein, le printemps des peuples, avec toute une dynamique optimiste, démocratique. Mais les révolutionnaires ont très très peur des pillards. Le pillage, c'est la grande angoisse en temps de révolution, parce que le pillard délégitime la révolution. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de pillard. Un pillard, c'est justement celui qui donne raison aux adversaires de la révolution, aux réactionnaires qui disent que les révolutionnaires sont de vulgaires voleurs. Donc, que font justement les révolutionnaires quand ils prennent des pillards, au tout début de la révolution? Ils les pendent. Et il y a un slogan qui est très célèbre en 1848, en 1870, « Mort aux voleurs ». Et il faut le prendre au pied de la lettre. On a beaucoup de témoignages, de traces archivistiques qui prouvent que, c'est pas énorme non plus, mais il y a quand même quelques dizaines au moins de délinquants, ou supposait-elle, il ne l'était pas forcément d'ailleurs, qui ont été passés par les armes, parce qu'il fallait justement se montrer plus vertueux finalement que d'autres régimes. Alors c'est important parce qu'évidemment, ça crée aussi une sorte de légende noire de la garde nationale. La garde nationale, si elle est très démocratique, on a tendance à penser qu'elle est incontrôlable et qu'elle peut justement dégénérer et provoquer des violences. Ce n'est pas forcément, encore une fois, toujours le cas. Il y a des moments, effectivement, de crise, il y a des moments où ça se passe très bien aussi, mais évidemment, ça fait partie des reproches qui vont être faits durablement à ce modèle et qui expliquent qu'on a une vision très négative, jusqu'à aujourd'hui, de cette histoire des milices démocratiques, là, pour le dire vite. Et en fait, on a l'impression que c'est ça tout au long du 19e siècle. C'est un mouvement, entre guillemets, de balancier entre des périodes révolutionnaires où les gens ne font plus confiance à la police, reforment des milices, etc., parce qu'ils veulent reprendre la main, et des périodes plus tranquilles où, là, au contraire, ils en ont plus envie de s'en occuper, ils ont envie de déléguer. Est-ce que c'est ça qui se joue pendant tout ce 19e siècle, en fait, cette question ce débat de est-ce que la police doit être professionnelle, puisque à la fois tout le monde est d'accord pour dire à peu près qu'il y en a besoin, en tout cas qu'il y a besoin d'un maintien de l'ordre, et personne n'a envie de le faire, et on n'a à la fois pas non plus très envie de déléguer ça aux forces de l'État finalement. Oui, c'est exactement ça, c'est les contradictions du 19e siècle, qui a du mal justement à trouver le point d'équilibre. À mon avis, le moment de bascule, il se fait sous la monarchie de Juillet, c'est-à-dire entre 1830 et 1848. Et là, au fond, on voit assez bien ce qui se joue. En 30-31, on est dans une révolution. Alors cette révolution, on a eu tendance après à la gommer en disant on a remplacé un roi par un autre roi. On remplace Charles X par Louis-Philippe. C'est pas le changement politique le plus spectaculaire de l'histoire de France. Mais quand même, 1830, c'est une vraie révolution. C'est pas un hasard si c'est aussi le tableau révolutionnaire le plus célèbre. Delacroix, La liberté guidant le peuple, c'est 1830. On l'oublie souvent parce que on l'associe un peu à tort à la Révolution française,
mais c'est bien de la révolution de 1830 qu'on parle. Et donc, à ce moment-là, 30-31, il y a une dynamique assez démocratique, avec l'idée justement que il faut reprendre le contrôle, reprendre la souveraineté, que le peuple, plus ou moins élargi, parce que c'est surtout la bourgeoisie, mais quand même, c'est un peu plus que ça, il faut qu'il ait le contrôle. Donc, moment de milice populaire. Ce moment de milice populaire ne dure pas très longtemps. Dès 31, enfin, même dès la fin 30 en fait, mais dès 31, on va, en gardant le même nom de garde nationale, renvoyer, poliment ou pas, tous les plus pauvres, en expliquant qu'ils ont mieux à faire que de passer leur temps à être garde nationale, que pour leurs biens, ils ont intérêt à aller travailler, et que ce sont les propriétaires qui vont garder les armes. Donc on voit bien la logique de reprise en main. Une reprise en main qui, là, montre qu'on a, voilà, on a un balancier, en fait. On est passé de milices démocratiques à des milices bourgeoises. Et puis ces milices bourgeoises, en quelques mois, quelques années au maximum, elles s'ennuient, elles s'épuisent, elles ne voient plus le sens de cette fonction, elles cherchent par tous les moyens possibles à justement échapper à ce service très contraignant. Pour être concret, concrètement à Paris, le service de la garde nationale, quand on est propriétaire, c'est à peu près 2 ou 3 nuits par mois, ça dépend des quartiers, mais 2 ou 3 nuits par mois où on doit faire une nuit blanche, tenir le corps de garde. On voit qu'il y en a qui y trouvent d'ailleurs un certain plaisir, certains avantages, mais la plupart des quadras ou quinquagénaires qui sont mobilisés cherchent plutôt le mot d'excuse qui leur permet de ne pas y aller. Et donc très vite, et c'est ce qu'on disait, ils vont plus être là. Trop d'absents. Et donc trop d'absents, c'est la police qui les remplace. Et voilà. Et alors ce terme, en fait, ça vient d'un terme un peu anglais qui s'appelle, ils appellent ça le policing, qui est un peu intraduisible, mais c'est un peu ça. Est-ce que vous pourriez expliquer ce terme? En fait, ça décrit les fonctions de maintien de l'ordre de la police, en quelque sorte. Et est-ce que, je glisse la question en même temps, est-ce que finalement notre modèle de police, il vient pas de l'Angleterre? Il dialogue avec l'Angleterre, parce que justement, là, on a... tout ce que je vous dis là, c'est une discussion permanente entre tous les pays européens. Depuis le 18e au moins, et certainement avant, mais depuis le 18e, toutes les grandes villes sont confrontées au même problème de sécurité. Et il y a du dialogue. Et ça, c'est très précieux pour les historiens, parce que concrètement, pour vous donner un exemple, la meilleure description qu'on ait de la police de Dijon, c'est dans les archives de Berlin. Parce qu'à Berlin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ils ont demandé à un magistrat de Dijon comment fonctionnait leur police. Et le magistrat a fait une synthèse magistrale, 200 pages, en expliquant tout ce qu'il pensait en bien et en mal de cette police qu'on connaît mal par ailleurs. Il a envoyé, et voilà, c'est dans les archives à Berlin. Et on a plein d'exemples comme ça. C'est très intéressant parce qu'il y a vraiment du dialogue, de la circulation. Et l'Angleterre, au XIXe siècle, c'est la puissance mondiale. Donc évidemment, le modèle en particulier de la police de Londres est copié, critiqué, les deux, partout dans le monde. Et donc là, il y a une circulation un petit peu des modèles. Alors très vite, on va construire un peu une sorte d'opposition qui est un peu exagérée, mais ça devient une sorte de cliché, une opposition entre le modèle de la police anglaise et le modèle de la police française. Le modèle de la police anglaise, c'est le policeman londonien dont on dit qu'il n'a pas d'armes, il a juste un bâton et il obéit aux règles du droit. C'est globalement vrai, même si les historiens anglais ont montré que le bâton pouvait faire beaucoup de dégâts. Donc c'est pas tout à fait être désarmé qu'avoir un bâton. De l'autre côté de la Manche, le modèle français typique, c'est le gendarme. C'est-à-dire un militaire, lourdement armé. Le gendarme milieu 19e, il a un sabre, un pistolet, un fusil. Ça, c'est l'équipement de base. Donc c'est le GIGN qui se balade. Bon, tout est relatif en termes d'efficacité, mais en tout cas, ils sont lourdement équipés. Et donc, il y a tout de suite ce cliché, le policier anglais, c'est la police libérale, le militaire français, c'est la police autoritaire. Alors pour l'anecdote, il y a un journaliste américain au tout début du XXe siècle, Raymond Fosdick, qui va s'amuser à faire un tour d'Europe des polices. Ce qui veut justement comparer et voir si c'est vrai que la police française est la pire.
Alors, il se fait arrêter par plusieurs polices. C'est très curieux. Son parcours, il ne fait pas que ça. Il fait aussi des enquêtes, vraiment, mais il se fait arrêter aussi. Et il conclut que la police russe est la pire et la police française est la deuxième pire. Donc, voilà, c'est la vision américaine en 1900. Mais donc, pour en revenir à votre question, effectivement, il y a ce dialogue. Et au fond, la différence fondamentale, c'est que, et qui se traduit justement dans le vocabulaire, en France, on pense la police à partir de l'institution. C'est-à-dire que quand on désigne la police, on pense d'abord à l'uniforme. Et c'est d'abord l'institution et les hommes qui la composent qui incarnent la police. Dans le modèle britannique, on parle davantage du policing, c'est-à-dire de la fonction de police. D'une fonction dont on considère qu'elle n'est pas justement l'apanage du policeman, mais il y a plein d'acteurs différents et des citoyens, justement, aussi, qui sont mobilisés. Donc, c'est deux modèles différents du rapport à l'État, en réalité. Ça reflète surtout qu'en France, la culture des institutions et de l'État est plus présente, plus immédiate que dans le modèle britannique. Et alors, on a vu que la police française était assez critiquée à cette époque-là, est-ce que justement dans ces mouvements de balancier où les milices ont réapparu, est-ce qu'elles ont eu une efficacité constatée, ces milices? Est-ce que ça a juste déplacé la criminalité? Ou est-ce qu'il y a des stats pour dire qu'entre guillemets les milices étaient plus ou moins efficaces que la police professionnelle? Alors, il faut distinguer ici au moins deux périodes. En fait, dans le livre, justement, j'essaye de construire une chronologie qui repose au fond sur 3 séquences. La première séquence de la Révolution française, en gros à la Commune de Paris, c'est celle justement où la garde nationale, c'est le modèle au moins théorique qui permet de décrire ce fonctionnement policier. Pour cette période-là, impossible de dire qui est vraiment le plus efficace parce qu'il n'y a pas du tout de statistiques policières et surtout, en général, là où la garde nationale agit, c'est qu'il n'y a pas de police et réciproquement, là où la police agit, la garde nationale s'efface. Donc c'est impossible de les comparer. Je pense que là, la question, il faut renoncer à mesurer l'efficacité. Il faut juste constater que la garde nationale, indépendamment de son efficacité, c'est un modèle qui est de plus en plus considéré comme obsolète, comme vieillissant. Alors justement, après 1871, en revanche, et là j'ai fait une longue séquence parce que je pense qu'il y a une cohérence de la période qui va de 1871 aux années 1960. C'est un peu le siècle des institutions républicaines. C'est un siècle où il y a une grande stabilité des structures socioculturelles et des discours, on va dire, médiatiques. Et dans cette période-là, on a police, pas encore police nationale, mais c'est des tas de polices éclatées, mais ça revient plus ou moins à la même chose, et gendarmerie nationale. Donc on a des polices professionnelles, et on n'a plus en théorie de milices. C'est-à-dire que ces milices, la garde nationale n'existe plus, mais pour autant, on a toujours des citoyens qui interviennent parfois de manière individuelle, et dans ce cas-là, on les voit très peu dans les archives, parfois, et là ça devient intéressant, de manière collective, organisée, sous la forme de quasi-milices. Et ce qui est intéressant, c'est que ces quasi-milices, elles sont manifestement totalement inefficaces, mais elles font beaucoup de bruit. Et ce bruit reflète justement, d'une certaine manière, la faiblesse de la police et de la gendarmerie. Parce que quand les milices apparaissent, c'est pour dire que policiers et gendarmes ne suffisent pas, qu'ils font mal leur travail. Donc c'est une sorte d'aiguillon, mais d'aiguillon justement très contesté. Oui, on pourrait dire que ces milices, en fait, c'est presque des mouvements politiques, en fait. C'est entre guillemets déjà un discours un peu réactionnaire qui dit que rien ne va plus, que la délinquance augmente, mais finalement, c'est quelque chose qui existe depuis 200 ans. C'est vraiment, c'est presque plus politique qu'un mouvement citoyen, ces milices. C'est l'un des aspects. En fait, j'ai essayé de construire une typologie pour rationaliser un petit peu ces différents acteurs justement de la police. Et j'ai distingué finalement quatre types. Alors le premier, j'ai déjà un petit peu évoqué, c'est le type révolutionnaire, c'est-à-dire ceux qui considèrent qu'il faut faire la police soi-même parce que la police pose problème. Donc ce modèle-là, il existe dans toute l'histoire. Il est
il ne se développe vraiment qu'en période de révolution, donc ça reste assez limité. Il y a un autre modèle qui est très différent, qui est assez puissant dès la fin du 19e siècle, ce que j'appelle le modèle des amateurs d'enquête. C'est le modèle de ceux qui veulent faire de la police, pas forcément parce qu'ils considèrent que la police fait mal son travail, mais parce que ça les amuse. Et là, il y a un côté ludique. Alors c'est essentiellement dans le domaine de la police judiciaire. C'est des gens qui vont se piquer de résoudre des enquêtes, des énigmes. Et comme il y a une énorme médiatisation des faits divers criminels à partir de la fin du 19e siècle, chaque mystère, depuis le mystère de la dame coupée en morceaux dans une valise dans les années 1890 jusqu'à l'affaire Jubilard, chaque affaire va susciter son lot de détectives amateurs. Alors ça, c'est deux modèles atypiques. Mais les deux modèles centraux, les deux types finalement dominants ici, c'est le type légaliste et le type sécuritaire, justement. Le type légaliste, c'est ceux qui veulent venir en aide à la police. C'est très différent du type sécuritaire, et on le voit bien, le type sécuritaire à de nombreuses reprises, qui, eux, veulent doubler la police. Ils considèrent que les policiers sont pas... Enfin, les policiers, ils considèrent que l'État ne fait pas ce qu'il devrait faire à leurs yeux en matière de sécurité et de répression, et donc ils veulent s'y substituer. Alors, on en trouve régulièrement dans le domaine de la sécurité publique, notamment dans les années 1900. C'est un moment où il y a une vraie crise de la sécurité publique, il y a une hausse de la délinquance et surtout une très très forte médiatisation et instrumentalisation médiatique de l'insécurité. Le terme d'insécurité, dans son sens contemporain, il apparaît à ce moment-là, dans les années 1900. Donc à ce moment-là, il va y avoir justement des ligues. Il y a notamment une ligue de la sécurité publique qui, en fait, quand on creuse, cache des promoteurs de la sécurité privée, des marchands de la peur, qui veulent pas tellement créer des milices, mais qui veulent vendre des services clés en main de sécurité privée, ce qui est plus rentable, évidemment. Donc on a ce modèle-là en matière de sécurité publique. Et puis on a un autre modèle en matière de maintien de l'ordre. Alors ceux-là, ils sont très visibles. Parce que le maintien de l'ordre, faire face à des manifestants, à des grévistes, ça inquiète beaucoup l'État. Donc dans les archives, on les voit. Dès qu'il se passe quelque chose, on les voit. Et 1917, la révolution communiste. 1920, de très grandes manifestations, grèves, partout en Europe. Donc là, il y a un mouvement européen, et même au-delà d'ailleurs, d'agitation sociale. Et en réponse, en 1920, dans de nombreux pays européens, et notamment en France, des ligues qui se prétendent animées par la volonté de ramener l'ordre. Donc là, c'est des briseurs de grève volontaires qui veulent clairement casser du gréviste et qui vont plus ou moins se développer. Alors il se trouve qu'en Italie, ils vont beaucoup se développer puisque c'est les faisceaux qui vont donner naissance au fascisme de Mussolini. En France, ça reste un épiphénomène qui n'a pas du tout pris, parce que ce n'était pas du tout à ce moment-là la dominante politique. Mais bien sûr, il y a cette dimension politique très très forte. Et alors je rebondis sur du coup l'autre aspect, l'aspect un peu moins politique, les gens qui veulent entre guillemets doubler la police, mais par plaisir, par loisir. J'avais une petite question. On voit que voilà, au XXe siècle, c'est quelque chose qui se développe, et on voit aussi l'apparition de la littérature policière, etc. Est-ce que dans cette littérature, en tout cas souvent, c'est toujours le détective privé, Sherlock Holmes, etc., qui a raison, et la police, ils sont toujours pas très bons. Est-ce que c'est parce que des détectives privés, etc., sont arrivés que cette littérature a existé, ou est-ce que c'est dans l'autre sens, parce que cette littérature a existé, des gens se sont mis à être détectives privés, C'est l'œuf ou la poule. Ouais. Alors, je dirais peut-être que l'origine première, c'est le récit de crime. C'est Dominique Khalifa qui a beaucoup étudié ça, qui avait travaillé notamment dans un livre qui s'appelle L'encre et le sang, sur les récits de crime à la Belle Époque. Et il avait montré, c'est une analyse qui reste très très intéressante, y compris d'ailleurs quand on la transpose à aujourd'hui, il avait montré comment finalement il y avait une sorte de récit imposé. Quand on veut raconter une affaire criminelle, la police ne peut pas vraiment avoir le beau rôle, parce que la police, c'est pas intéressant. Si on raconte une enquête dans laquelle les policiers mènent l'enquête et résolvent l'enquête,
au fond, c'est pas très satisfaisant, ni pour le journaliste, ni éventuellement pour le romancier qui veut justement créer nécessairement quelque chose de plus piquant. Et c'est finalement de cette nécessité médiatique et littéraire que naît la figure du journaliste, le reporter, le détective, des figures comme Rouletabille sous la plume de Gaston Leroux, des figures comme différents enquêteurs, alors pour la plupart oubliés aujourd'hui, Toto Fouinard, c'était une des grandes figures des détectives privés des années 1920. C'est des figures romanesques qui n'ont pas de réalité autre que littéraire. Mais il y a cette idée que justement, plus le personnage qui mène l'enquête sera un amateur, plus ça va être intéressant. Plus il y aura matière à identification du lecteur et à récit. Alors ça va très loin parce qu'il y a un roman que j'ai découvert en préparant ce livre, que je vous conseille d'ailleurs, c'est vraiment un roman absolument passionnant. Je ne crois pas qu'il soit réédité, mais il se trouve en accès libre sur Internet. C'est un roman de... Je vous annonce, je fais un beau teasing et je suis en train d'oublier le titre. Ça s'appelle L'Épouvante, Maurice Level, c'est ça. L-E-V-E-L, Maurice Level. Alors, c'est un romancier, on est vers 1908-1909. Et le roman commence par un individu qui sort d'une soirée chez des amis et qui voit une scène de crime. Alors, on se dit, moi, en lisant ça, je me dis, c'est un des 250 romans de l'année où l'individu va mener l'enquête. Et là, idée de génie de Maurice Level, il retourne complètement l'idée. Son personnage dit « Oh non, c'est trop banal de résoudre l'enquête à la place de la police, je vais faire mieux, je vais piéger les policiers en faisant croire que c'est moi. » Et donc, il va se doter d'un alibi. Donc il se dote d'un alibi pour sécuriser, et il va ensuite se livrer à la police. Enfin, je vous les épargne tous les détails, mais en gros, les policiers tombent naturellement sur lui. Il est arrêté, interrogé, jugé, condamné à mort. Mais lui, il a sa botte secrète. Sa botte secrète, c'est qu'il a un alibi parfait qu'il attend de sortir au dernier moment pour avoir le reportage le plus sensationnel depuis le couloir de la mort. Le problème, c'est que son alibi meurt. Et là, il y a un gros souci. Alors, voilà, c'est assez intéressant, je trouve, parce que cette histoire-là qui retourne et renouvelle vraiment le genre, elle part du constat que, en fait, dans les années 1900, l'idée qu'on remplace la police pour faire une enquête, mais c'est un cliché absolu. C'est vraiment le pitch de base de quasiment tous les romans et feuilletons des années 1900. Et en fait, c'est ça, il y a entre guillemets, un effet de mode. Et à un moment, vous évoquez qu'à Paris, il y a des morgues où les cadavres sont accessibles pour que le citoyen lambda puisse, entre guillemets, apporter un indice, une ébauche de piste. C'est quelque chose qui est fait vraiment dans l'espoir de solliciter le citoyen en espérant qu'il apporte une réponse, ou est-ce que finalement les autorités, ça les embêterait pas un peu qu'un citoyen lambda trouve la solution, parce que finalement ça ridiculise un peu la police. L'appel à témoins, c'est toujours problématique. Il y a une vieille histoire de la morgue, en fait, c'est très curieux, c'est très macabre, mais au XIXe siècle, c'est un des loisirs préférés des Parisiens, le dimanche après-midi, de circuler dans les couloirs de la morgue pour justement faire semblant d'identifier les cadavres des noyés de la Seine en particulier. Alors, ce modèle-là disparaît globalement à la fin du 19e parce que le préfet de police commence à se dire qu'il n'y a pas beaucoup d'identifications qui se font, mais il y a beaucoup de cinglés qui se promènent dans les couloirs de la morgue. Donc, on passe à autre chose. Le rapport à la mort aussi change, et le rapport à l'exhibition est très différent. Mais on a cette idée, peut-être que justement, on pourrait lancer des appels à témoins, alors notamment en diffusant des informations sur des objets évocateurs, des scènes des détails, des indices, etc. Il y a une histoire derrière ça qui est que j'ai commencé à exhumer parce que là, il faudrait vraiment continuer à creuser. C'est l'histoire du portrait robot. Le portrait robot, c'est une invention, alors, on va dire une invention française parce qu'on est en France, mais d'autres pays ne le diront pas. Mais c'est une invention des années 1950, notamment française, parce que c'est inventé au même moment dans plusieurs pays. En France, il y a une histoire assez romanesque parce que c'est
un officier de police malade, convalescent, qui s'ennuie et qui joue avec ses enfants à un jeu qui est une sorte de... Vous connaissez peut-être le jeu Qui est-ce, où on doit identifier un individu à partir de signes distinctifs. Et ce policier a l'idée, mais si on adaptait ça à plus grande échelle, on aurait un formidable outil pour décrire des visages. En tout cas, dans les années 1950, pour la première fois, on utilise avec succès le portrait robot. Il y a plusieurs identifications qui se font, dont une affaire à l'époque qui était très mystérieuse, très embrouillée, et qui est résolue en quelques jours après un portrait robot. Solution miracle. Et ça c'est très intéressant, la police freine. C'est la police qui freine. C'est l'institution policière qui n'a pas confiance. Alors j'ai vu les rapports des années 60, où tous les commissaires, les directeurs de service disent « Non, il y a trop de faux témoignages, et puis les portraits ne sont pas assez ressemblants, ça ne sert à rien. » Et en gros, ça ne disparaît pas, mais c'est peu utilisé, et notamment les policiers ont tendance à freiner, à considérer que ce n'est pas une bonne tactique. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les cartons d'archives dont je vous parle, dans les années 1960, il y a justement les portraits robots et les individus arrêtés. Donc on voit s'ils ressemblent ou pas. Alors, je ne suis pas très physionomiste, mais honnêtement, j'étais sidéré par l'efficacité, le degré de ressemblance des portraits robots. Moi, je suis convaincu qu'on les reconnaissait, il n'y a pas de doute. C'était très ressemblant. Donc l'argument disant « c'est pas efficace », je ne suis pas totalement convaincu. Je pense que plus fondamentalement, et ça rejoint votre question, la police n'est pas tellement à l'aise à l'idée de mobiliser les citoyens, de déléguer son rôle d'investigation, et considère qu'au fond, les citoyens en police judiciaire, il ne faut pas trop les écouter. Et puis du coup, on en vient aussi à cette question de la technique. Est-ce que c'est pas ça aussi qui joue un rôle dans le fait qu'on dissocie de plus en plus la fonction de la police et le rôle du citoyen? Parce qu'effectivement, à une époque, c'était peut-être faisable de prendre un gourdin et de faire régner l'ordre dans la rue. Aujourd'hui, le flashball et le taser, c'est quand même plus compliqué à se procurer aussi. Est-ce que c'est pas tout simplement ça aussi qui fait que maintenant, aujourd'hui, pour le citoyen, c'est quand même beaucoup plus complexe de s'immiscer dans le rôle de la police, finalement? Votre question, je serais tenté de la prendre à l'envers. Si on a un téléphone, un traceur GPS et des tas d'objets en vente libre aujourd'hui, on peut plus facilement qu'avant s'improviser policier. Donc je ne suis pas sûr que la technique soit déterminante de ce point de vue-là. La technique a ouvert de nouvelles possibilités. Et d'ailleurs, on le voit bien dans la période très très récente, ces dernières années, on a le développement de groupes qu'on appelle un peu vigilantistes, c'est l'expression consacrée en sciences politiques, qui notamment, au prétexte ou réellement dans la lutte contre la pédocriminalité, mettent en place des opérations d'infiltration, des pièges, et souvent d'ailleurs se retrouvent dans une situation très floue de substitution à la justice, parce que ces groupes, quand ils argumentent, expliquent qu'ils ne se substituent pas à la justice, ils livrent à la justice, mais on sait bien que la frontière est ténue et ça pose beaucoup de problèmes. Mais donc, la technique, je ne suis pas sûr qu'elle soit réellement déterminante. C'est plus, finalement, encore une fois, en termes de mentalité, qu'est-ce qui nous paraît aujourd'hui réservé à la police et qu'est-ce qui nous paraît, au contraire, partageable avec la police. Alors c'est vrai qu'il y a des fonctions dont on n'imagine plus que les citoyens les fassent. Le maintien de l'ordre, il y en a un qui a essayé de faire du maintien de l'ordre, il s'appelle Alexandre Benalla, et ça a fini par un procès pénal, parce que... Mais c'était son argument, Alexandre Benalla, justement, quand il a été jugé pour avoir frappé des manifestants en place de la Contrescarpe, sa défense, c'était de dire qu'il avait agi en bon citoyen, en s'appuyant sur l'article, j'ai oublié le numéro, mais un article du Code de procédure pénale qui donne droit à un citoyen, quand il voit une infraction en train d'être commise, il donne droit au citoyen d'intervenir. Bon, ça n'a pas tenu très longtemps, parce que justement, ce n'était pas parfaitement conforme à la lettre de la loi. Mais le maintien de l'ordre aujourd'hui, quand on voit des groupes vouloir faire du maintien de l'ordre à la place de la police, on sait que ça va mal finir. Donc ça, c'est très différent. En revanche, en matière d'enquête, je pense que Internet rouvre les possibles. Et il y a beaucoup de gens qui, peut-être
comme justement au début du XXe siècle, se réimprovisent policiers. Et puis, il y a un autre élément nouveau qui relève aussi des nouvelles technologies, c'est notamment tout ce qui relève de la vidéosurveillance. Parce qu'avec des caméras, il y en a partout, ce dont la police manque, pour le moment, et jusqu'à ce que l'intelligence artificielle s'y substitue, mais pour le moment, ce dont la police manque, c'est des yeux. Des yeux pour regarder les caméras, enfin, pour regarder les écrans et pour observer. Et ça, il y a l'idée, et ça se pratique dans certains villages, dans certains quartiers, il y a l'idée que les citoyens peuvent justement aider la police en regardant, en étant les yeux justement d'une police qui n'en a plus beaucoup. Et alors, est-ce que finalement, en fait, on le voit avec cette idée-là dans les groupes plus récents, là, les voisins vigilants, etc. Il y a aussi cette idée que les citoyens lambda aussi seraient de plus en plus passifs. Est-ce que c'est une évolution qui est aussi liée à la professionnalisation de la police, en fait, c'est le fait que, comme il y a des gens pour le faire, à l'époque, c'était peut-être un poil plus courant d'avoir fait partie de la garde nationale de milice, on osait plus intervenir, alors qu'aujourd'hui, maintenant, on se dit qu'il y a des gens qui le font et nous, on n'ose pas le faire. Et c'est ça qui donne finalement naissance aux nouvelles formes de voisins vigilants, etc. Oui, alors il y a une idée qui est vraiment très très présente, très enracinée, je crois, dans nos imaginaires. C'est l'idée que le citoyen des années 2000 est beaucoup moins actif et solidaire face à un délit, à un crime, que ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents. Cette idée-là, c'est un cliché qui n'est pas forcément faux, les clichés ont une part de vérité, mais c'est un cliché puissamment enraciné depuis les années 1960. Alors là, j'étais vraiment content parce que je pense que c'est un des sujets que je ne m'attendais pas à trouver en faisant cette enquête. Et dans les années 60-70, on voit de manière massive un discours médiatique disant « Oh, de toute façon, on peut mourir dans la rue, c'est la solitude absolue, personne ne viendra vous aider ». Et c'est vraiment devenu un cliché. Ce cliché, on peut même le dater presque. C'est la mort de Kitty Genovese, qui est une jeune étudiante américaine à New York, qui est assassinée au pied de son immeuble en 1962. Et ça va être un traumatisme national aux États-Unis, mais aussi un écho mondial considérable, parce qu'on explique qu'il y avait 38 témoins qui étaient à leur fenêtre et qui ont tout vu et n'ont rien dit. Alors ça, c'est le parfait exemple qui dit, justement, il n'y a plus de citoyens policiers parce qu'il n'y a plus de civisme et de solidarité. En réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et cette histoire-là, qu'on raconte toujours comme ça, qui a donné lieu à un beau film de Lucas Belvaux, d'ailleurs, sur la question, cette histoire-là, elle est fausse. C'est une vraie légende. C'est une légende parce que quand on regarde la contre-enquête qui est menée immédiatement après, il y a bien 38 témoins, mais ils n'ont pas été inactifs. Il y en a qui sont inactifs. Il y en a au moins 5 ou 6 qui descendent dans la rue. Et Kitty Genovese meurt dans les bras d'ailleurs d'une femme qui essaye de lui donner des secours. Donc ça nuance déjà un peu le tableau. Et puis surtout, il y a une quinzaine de personnes qui téléphonent et qui tombent sur une ligne de la police totalement encombrée. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas les numéros d'appel d'urgence en 1962 aux États-Unis. Et une des conséquences premières de cette affaire, ça va être la création de numéros d'urgence permettant d'accéder plus rapidement aux services de secours. Donc, il y a une énorme différence entre la réalité des faits et le mythe qui se constitue. Alors je me suis dit, c'est intéressant cette histoire parce que ça donne une autre grille de lecture. Ça veut dire que peut-être que le fait premier, c'est pas qu'on serait moins solidaire ou moins civique, mais c'est qu'on nous fait croire qu'on est moins solidaire et moins civique. Ce qui va dans ce sens, c'est un autre exemple que j'ai trouvé. On est en 1976 en France cette fois. C'est une émission de télévision qui s'appelait Aujourd'hui Madame, qui était une émission très populaire, qui fait une caméra cachée. Une caméra cachée en posant la question « Les Français sont-ils solidaires ?» Alors il y a 4 scénettes. Les 3 premières sont plutôt drôles d'ailleurs. Une dame avec d'énormes valises devant la gare de Lyon, est-ce que quelqu'un va l'aider ? Une dame qui a du mal à jeter du verre, est-ce que quelqu'un va l'aider ? Enfin voilà. Et donc la caméra cachée montre des gens qui aident, d'autres qui n'aident pas. Bon, c'est assez banal. Et puis la dernière scène, c'est vraiment le clou de la caméra cachée. On est sur les Champs-Élysées et il y a un couple d'acteurs, donc, l'homme se met à crier et à menacer sa compagne.
Pas d'acte violent, mais il est clairement menaçant. Et donc, on est sur les Champs-Élysées un samedi après-midi, il y a énormément de monde autour. La caméra filme. Ce qu'on voit, c'est 5 secondes de sidération. Les gens autour ne comprennent pas ce qui se passe. Et à la 6e seconde, une dizaine de personnes qui arrivent pour venir éloigner le type. Donc on voit, à mon sens, un geste de solidarité. Mais le récit qui est fait, l'image est diffusée, et juste après, en plateau, on explique, incroyable, on peut mourir en plein Paris, on n'est pas aidé. 1 an plus tard, le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, reprend cet épisode en le déformant, en l'exagérant, et dit « Aujourd'hui, on sait bien qu'on peut mourir en pleine rue sans être aidé ». Et pour l'anecdote, cette vidéo a circulé sur les réseaux sociaux il y a quelques années, et dans les milliers de commentaires qui accompagnaient la vidéo, 99% des gens disaient « Ah bah oui, déjà à l'époque, c'est comme maintenant », et personne n'avait regardé la vidéo. Parce que je vous garantis que la vidéo dit autre chose que ce qu'on en raconte. Alors, je ne veux pas passer pour l'irréductible naïf qui croirait qu'on est dans un monde parfait de solidarité. Je ne dis pas que la solidarité existe quand on est menacé, mais je dis qu'il y a un discours extrêmement puissant qui s'est imposé depuis les années 60-70, qui justement nous fait croire à un individualisme forcené. Et ça éclaire d'un jour nouveau, je crois, justement, notre rapport à la sécurité, parce qu'on considère qu'on a besoin de policiers, de gendarmes, de sécurité privée, de caméras, etc., parce qu'on ne fait plus confiance aux autres. Donc c'est quand même assez important. Et ça m'amène à une autre question, c'est, en fait, j'ai un peu eu l'impression, en lisant le livre, qu'on avait une espèce de trou de mémoire collectif sur ces milices, parce qu'en fait, voilà, à chaque fois, on a l'impression qu'il y a un discours médiatique, on en a reparlé plus récemment avec les voisins vigilants, il y a cette idée qu'on en arrive là, on est obligé de faire ça parce que vraiment rien ne va plus. Alors que finalement, à la lecture du livre, on se rend compte que des milices, des gens qui interviennent, etc., ça fait un petit moment que c'est un phénomène peut-être pas constant, mais régulier. Comment expliquer le fait que finalement, à chaque fois qu'il y a une milice, un système comme ça qui se met en place, on est si surpris finalement? Alors c'est vrai qu'il y a des récurrences, des temps forts. On le voit, c'est vraiment une histoire à sismographe. Il y a des moments à milice et puis des moments où c'est plus du tout un sujet. Ce qui reflète souvent le rapport un peu contrarié à la sécurité. Une des raisons principales de cette amnésie, c'est sans doute finalement d'abord le fait que les pouvoirs publics eux-mêmes freinent ces développements et ont du mal d'ailleurs à prendre au sérieux ces phénomènes. Moi, il y a un exemple qui m'avait frappé, c'était le point de départ de l'enquête d'ailleurs, parce que au tout début, moi je travaillais pour un article vraiment de détail sur ce qu'on appelle les gardes civiles, qui sont une milice qui est créée au tout début de la Première Guerre mondiale, à l'initiative des pouvoirs publics, pour remplacer les policiers et les gendarmes partis au front, partis combattre justement. Donc on se dit qu'il y a un vide à l'arrière, et donc on crée des gardes civils qui sont composés en fait de retraités qui vont justement assurer quelques fonctions de garde. C'est très mineur, ça n'a vraiment pas laissé de traces, mais moi ce qui m'avait surpris, c'est que je vois dans un carton d'archives que l'archiviste a classé à côté de ces gardes civils de 1914 des gardes civils de 1919. Et ceux-là, je ne les connaissais pas, ça n'avait aucun sens. Et en fait, ça n'a rien à voir. C'était une autre initiative complètement différente, mais l'archiviste, je pense que plus que l'archiviste, c'était le préfet de l'époque d'ailleurs, avait confondu. Parce que ça n'intéressait pas. Parce que c'est des sujets qu'on voit d'un peu loin. Mais cette amnésie, c'est vrai que là, pour en prendre peut-être un exemple parlant, l'âge d'or des milices, ou en tout cas du débat sur les milices, c'est les années 1970. C'est la séquence 72-78. Pendant ces 6-7 années-là, les milices font la une de la presse au moins une fois par mois. Et il y a un grand thème justement sur attention, les Français en ont marre d'être volés, ils s'organisent en milices. Ce qui reste, là encore, très marginal en réalité. Il y a des groupes, il y en a effectivement, mais qui durent jamais plus de quelques semaines. Alors l'amnésie, elle est là, c'est qu'en fait c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Je suis en train de tuer mon livre en disant que c'est un épiphénomène, mais vous avez compris que justement l'intérêt c'est les discours en réalité, plus que les faits eux-mêmes, les acteurs eux-mêmes.
Et alors, avant de passer un peu la parole au public, je vais enchaîner sur une dernière question qui m'est venue en voyant l'actualité. Comment ça se passait, parce qu'on a beaucoup parlé du coup de comment ça se passe en France métropolitaine, comment ça se passait dans les colonies à cette époque-là? Est-ce que c'est l'armée qui s'occupe du maintien de l'ordre? Est-ce que c'est les citoyens, enfin les colons? Est-ce que c'est la population locale? Alors, merci pour votre question, parce qu'elle me permet de dire tout de suite ce que, et je m'en excuse, vous ne trouverez pas dans le livre. Mais il faut que je vous l'avoue tout de suite, hein, le livre porte sur la métropole, et le cadre colonial, j'ai pas pu l'étudier parce qu'il est radicalement différent en matière de police. C'est un peu un front pionnier sur lequel il y a beaucoup de recherches en ce moment. On a beaucoup d'équipes, de collègues qui travaillent là-dessus. Alors, il y a un exemple qui est bien connu et que j'évoque parce qu'il a des résonances très fortes avec la métropole, c'est l'Algérie. L'Algérie, c'est l'exemple le plus parlant, et il n'est pas sans ressemblance avec la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui. L'un des éléments centraux, c'est qu'on a une population d'Européens d'Algérie, c'est la terminologie juridique, hein, les Européens d'Algérie, qui se sent menacée, qui se sent en insécurité et qui n'a pas totalement confiance envers justement les forces légales. L'armée, la police, la gendarmerie existent. Hein. En Algérie, vous avez dès le milieu du 19e, la gendarmerie qui est installée. Mais les colons considèrent souvent que ces forces professionnelles sont un peu trop éloignées, un peu trop dans les villes, pas forcément très motivées. Donc, ils décident de renforcer ce maintien de l'ordre avec leurs propres moyens. Ce qui explique qu'on ait de manière un peu endémique des formes de milices. Alors, ce ne sont pas des milices organisées permanentes, c'est plutôt des réseaux de voisinage. Mais ces réseaux de voisinage sont très armés. Et il y a énormément d'armes dans l'Algérie des années, de la première moitié du XXe siècle, hein, jusqu'aux années 50, comme aujourd'hui d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie, pour des raisons différentes, mais en partie liées. Et évidemment, ça a des conséquences, c'est que dans les années 1950, au début de la guerre d'Algérie, et même avant la guerre d'Algérie, notamment en 1945, après les événements de Sétif et Guelma, les milices européennes vont devenir un acteur de la répression et de violence extrêmement incontrôlée, et qui d'ailleurs pose question à l'État, hein, qui est très conscient. L'armée en particulier en 55-56 est très consciente qu'elle se fait déborder par les milices d'Européens d'Algérie, et ils ont du mal parce qu'ils ne veulent pas en même temps se priver d'un allié, mais ils sont conscients du fait que ça crée beaucoup plus de violence et de désordre que ça ne résout de problèmes. Alors voilà, mais sur cette question plus globale du maintien de l'ordre colonial, j'insiste sur le fait que c'est vraiment... On ne peut pas du tout transposer les analyses que l'on fait pour l'Europe. Ce que j'ai écrit là sur la métropole se compare facilement avec ce qu'on trouverait en Angleterre ou en Allemagne, beaucoup plus difficilement avec ce qu'on trouverait en Algérie ou en Indochine. Là, c'est des situations radicalement différentes, et donc il faut des analyses spécifiques. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler de la création de la police nationale? Merci pour votre question. Alors, je suis en train de réfléchir à comment répondre, parce qu'en fait, la police nationale, c'est une création en plusieurs étapes. Juridiquement, c'est la loi de 1941. On est sous Vichy. Ça donne d'ailleurs une image assez sombre à cette police nationale qui est évidemment née sous Vichy. Mais dire ça, c'est un peu trompeur et un peu injuste, parce qu'en réalité, la création de la police nationale, c'est un processus qui prend plusieurs décennies. En fait, pour le dire simplement, au XIXe siècle, vous avez des polices municipales. Certaines très puissantes. Dans les grandes villes, à Lyon, à Toulouse, à Marseille, c'est des polices qui ont plusieurs centaines d'agents, qui sont pas très différentes en fait de ce que serait une police nationale dans les grandes villes aujourd'hui. Mais le statut est municipal. Alors c'est un statut qui est très hybride. Ça veut dire que le commissaire est géré, noté, payé, avancé ou pas, par le ministre de l'Intérieur. Donc le commissaire dépend de l'État. Les agents dépendent de la mairie. Donc situation très compliquée. Et cette situation, elle est très mal acceptée par les agents qui voient, non sans argument, que d'une commune à l'autre, ce n'est pas les mêmes salaires, ce n'est pas les mêmes primes,
C'est pas les mêmes conditions de travail, de temps de travail, etc. Donc il y a une demande qui monte, qui est de plus en plus forte dans la première moitié du XXe siècle, de nationalisation de la police. Et en fait, ça vient de là, hein, le projet de police nationale, c'est pas tellement l'État qui savait pas trop si c'était utile ou pas. L'État voit des avantages et des inconvénients. Mais c'est les agents qui veulent un seul statut national. De même d'ailleurs qu'aujourd'hui, les polices municipales souvent demandent une uniformisation des statuts parce qu'ils voient l'intérêt d'uniformiser par le haut. Et donc la police nationale, c'est d'abord cette demande sociale. Alors, il y a des freins, hein, et notamment dans les années 30, au moment où la réforme allait se faire, il y a des freins notamment liés à l'énorme bouleversement administratif que ça représente. Et les freins sont levés avec Vichy. Parce que Vichy se pose plus trop de questions en termes de droit, se pose pas la question de la majorité pour faire passer une loi, il suffit de vouloir la faire passer. Et en fait, Vichy reprend les lois qui étaient préparées dans les années 30 et l'applique. Et la police nationale est créée avec une bizarrerie, c'est le statut de la préfecture de police de Paris, puisque la préfecture de police de Paris a un statut dérogatoire. Comme ils avaient, en termes notamment d'indemnité, un statut complètement à part, des primes beaucoup plus élevées, des gestions de carrière totalement différentes, des budgets qui n'ont rien à voir avec les autres villes, on décide que Paris, officiellement, est dans la police nationale, en pratique, gestion directe par le ministre de l'Intérieur. Et ça, c'est vrai jusqu'aux années 60. Et encore aujourd'hui, c'est un peu un État dans l'État. Mais donc voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, bonjour et merci, c'était très intéressant. Il y a quelque chose... en fait, vous avez parlé de toutes ces milices qui ont une origine, généralement, comme ça a été souligné, assez réactionnaire, que ce soit dans les colonies ou les voisins vigilants, etc. Mais j'ai deux exemples quand même qui me viennent en tête, qui n'ont pas forcément justement cette direction. Et alors le premier exemple, c'est quand j'étais au lycée, pendant le mouvement contre la réforme du CPE. Donc il y avait un fort mouvement étudiant et on avait réussi à faire ce qu'on appelait une cogestion, donc en accord avec l'établissement, où donc de 8h à midi, les élèves avaient cours normalement, et entre midi et jusqu'à la fin, le temps était dédié aux AG, à des débats, etc. Et donc, il y avait des professeurs qui, en fait, sous prétexte du bac, etc., ne respectaient pas ça. Donc, tenaient quand même leur cours entre midi et 13h. Et du coup, il y avait des élèves qui faisaient le tour des salles et qui, en fait, viraient les professeurs. Et les élèves disaient c'est la cogestion, tout le monde dehors. Et je m'en souviens que, notamment, on s'était fait justement traiter par un prof d'histoire de milice bolchevique. Donc on est d'accord, on n'est pas d'accord, etc. Mais c'est juste pour dire que voilà, là, dans ce cadre-là, on faisait respecter quelque chose qui avait été voté en AG par les élèves et qui avait été ensuite accordé par la direction. Donc ça, c'est le premier exemple qui vient en tête. Un autre exemple qui me vient en tête, dans les années 2010 à peu près, à Athènes, il y avait, vous en avez sûrement entendu parler, le groupe néo-nazi Obdoré, qui agissait dans les quartiers d'Athènes et qui frappait, assassinait des migrants. Et du coup, à cette occasion-là, il y avait des milices de personnes généralement appartenant à des groupes anarchistes qui justement tournaient dans les quartiers et pour défendre, pour éviter le pire. Et voilà. Et donc du coup, j'ai ces deux exemples qui me sont venus en tête pour un peu contrebalancer peut-être l'origine. Enfin, peut-être pas contrebalancer, je ne sais pas si c'est le mot, mais voilà, pour dire qu'il y a aussi ça. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. C'est justement c'est le profil des milices révolutionnaires qui insistent sur la dimension radicalement démocratique. Et effectivement, c'est un modèle qu'on retrouve déjà dans la Révolution française. Moi, je pense que le moment où on le rencontre de la manière la plus forte,
c'est au printemps 1848. Parce que là, il y a vraiment... à ce moment-là, les gens ont l'habitude quand même de la police. Donc, sous la Révolution, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a un peu une incertitude sur ce que sont les fonctions de police et ce que les policiers peuvent ou ne peuvent pas faire. En 1848, les gens savent très bien ce que c'est la police. Ils ont l'habitude. Ils connaissent les gardes municipaux. C'est le nom de l'époque des gendarmes. Donc, les repères sont très présents. Et ce qui se fait justement au printemps 48, avec la Révolution, c'est qu'on a des unités de combattants qui ont été sur les barricades, qui s'auto-instituent policiers. Et qui vont justement, c'est ce que je disais, être encore plus exigeants et rigoureux finalement. Alors ça dure pas très longtemps, ça dure quelques semaines, mais pendant quelques semaines, ils font une police extrêmement efficace, très oppressive en réalité, mais qui justement repose sur l'idée qu'ils ont le bon droit avec eux. Et ils ont le soutien du peuple. Alors, il y a un exemple à Lyon, c'est une société secrète, c'est le nom qu'on donne à l'époque au mouvement républicain, la société des Voraces. Ils sont surnommés comme ça parce qu'on disait qu'ils voulaient boire et manger sans limite, ce qui est évidemment péjoratif. Mais les Voraces, donc, ils font la police pendant 2 mois. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on a plein de témoignages des grands propriétaires lyonnais de l'époque qui disent « Bon, les Voraces, c'est pas si mal que ça. En fait, ils tiennent bien la rue. Il n'y a pas de pillards avec eux, il n'y a aucun risque. » Alors évidemment, le risque qu'on disait, c'est que ça peut dégénérer. Mais quand vous parliez de l'occupation du lycée, ça rejoint un autre phénomène d'autogestion du maintien de l'ordre qui est très important, c'est les services d'ordre de manifestation. Il ne faut pas oublier que les services d'ordre sont justement une forme d'autopolice. Et on a vu, notamment dans la crise des Gilets jaunes, à quel point ça ne va pas de soi. Un des problèmes, notamment dans les premiers actes du mouvement des Gilets jaunes, c'était l'absence totale de services d'ordre, parce que beaucoup de manifestants n'avaient pas cette culture de la manifestation et ne savaient pas que c'était important d'anticiper le service d'ordre. Alors ça, pour le coup, il y a une date que je cite souvent à mes étudiants, parce que c'est une date très sombre dans l'histoire, c'est un jour très sombre dans l'histoire du maintien de l'ordre, mais c'est aussi un jour plus lumineux. C'est le 17 octobre. Alors, il y a un 17 octobre tragique, 1961, c'est la guerre d'Algérie et c'est le massacre des manifestants FLN à Paris. Mais il y a un 17 octobre plus radieux, c'est le 17 octobre 1909. C'est une manifestation en hommage à un anarchiste espagnol dont tout laissait penser qu'elle allait dégénérer. Et là, on se disait vraiment que ça allait être un énorme problème de maintien de l'ordre. Et c'est la première fois où, justement, les organisateurs, essentiellement la CGT et le Parti socialiste de l'époque, décident de créer un service d'ordre. Alors, ils se font appeler les hommes de confiance. Il y a une femme parmi eux, quand même, mais le terme, c'est les hommes de confiance. Et pour vous dire à quel point ils ont du cran, ils publient leur nom et leur adresse dans le journal L'Humanité, et ils annoncent qu'ils seront solidairement responsables de tous les dégâts. Et ils expliquent aux manifestants qu'il ne faut pas faire les idiots parce que c'est eux qui ont donné leur nom. Et il n'y a pas d'incident. On ne se mange pas à tous les coups, mais là, le 17 octobre 1909, ça a été vraiment présenté comme l'apprentissage par la France de la manifestation pacifique, avec une police qui était restée à l'écart, qui n'allait pas au contact, et des manifestants qui se géraient tout seuls. Juste un mot pour prolonger. On parle aussi, ou on pense en tout cas, au préfet donc en 68 et les Grimaud et, oui, et les négociations qu'il y avait eu avec Cohn-Bendit et d'autres responsables des syndicats étudiants de façon à gérer entre guillemets et cadrer les parcours, les manifestations, etc. Oui, vous avez tout à fait raison. Le préfet de police de Paris en 1968 fait ce choix justement de ne pas faire arrêter des leaders qu'il pourrait faire arrêter, et que d'ailleurs pas mal de monde au gouvernement voudrait faire arrêter, et Grimaud leur dit que ce serait la pire erreur du monde. Il vaut mieux garder le contact avec eux et savoir où ils sont et pouvoir justement négocier, plutôt que de se retrouver justement pris au piège. Donc effectivement, ça fait partie de la bonne gestion policière aussi, souvent de faire la part du feu et de privilégier finalement la négociation, notamment sur ces questions de maintien de l'ordre.
Bonsoir. Votre intervention me fait beaucoup réfléchir au rapport qui peut exister entre la police et les citoyens. Alors peut-être en Europe, puisque vous avez dit qu'il est facile de comparer finalement le cas anglais au cas français. Vous nous avez parlé un peu des empires coloniaux, mais quid des États qui sont nés de la colonisation? Je pense bien sûr aux États-Unis, au Brésil, à d'autres, où il me semble qu'il y a quand même une culture très très forte du citoyen, entre guillemets, du héros agissant par lui-même, faisant régner la justice sur son lopin de terre, etc. Et ça m'emmène à me questionner aussi sur l'apparition justement des citoyens vigilants. On trouve, je crois, en Europe encore une critique relativement forte de ça, dans la culture ou un peu partout. Et en fait, plus vous en parliez, ça m'évoquait un film comique, pour le coup, anglais, qui s'appelle Hot Fuzz, qui est sorti dans les années 2000, qui est une critique au vitriol de ces citoyens vigilants. Est-ce que cette attitude de citoyen vigilant, du coup, est plus acceptée dans d'autres pays que chez nous, en Europe de l'Ouest, dirons-nous? Merci pour votre question. Alors, je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse, mais je vous renvoie surtout en fait au livre de deux collègues politistes, qui est un livre... on a beaucoup discuté en préparant nos livres respectifs. C'est Gilles Favarel-Garrigue et Laurent Gaillère. C'est un livre qui est paru au Seuil qui s'appelle Fier de punir, et qui est une... Pour le coup, moi je fais l'histoire à l'échelle française. Eux, ils font l'actualité à l'échelle mondiale. Et donc, ils interrogent ce phénomène des justiciers dans ces espaces. Et alors, un des éléments justement sur lesquels on avait beaucoup échangé, c'était cette culture américaine de la justice plus expéditive et plus directe des citoyens, parce qu'il y a une culture du western, c'est la culture du Far West, qui est fondamentale, et qui s'est revitalisée, alors avec des circuits différents, avec la culture du super-héros, qui est très importante. C'est vraiment deux modèles fondamentaux dans l'imaginaire américain. Mais dans le cas du Far West, ce qui est très intéressant, c'est que on l'oublie souvent, mais la conquête de l'Ouest, ça a été un levier de démocratisation des États-Unis. C'est-à-dire qu'en allant vers l'Ouest et en créant une société de pionniers, il y avait aussi une forme d'égalitarisme démocratique, de volonté d'assurer soi-même les pouvoirs. Et donc on retrouve un peu ces modèles de garde nationale. Et au fond, les shérifs et leurs adjoints, c'est pas très différent. En revanche, ensuite, ça nourrit un discours et un modèle qui est très différent. Là où en France, on a imposé le modèle que justement l'État était le garant des libertés, aux États-Unis, c'est presque le discours inverse, avec l'idée que l'État est le premier ennemi des libertés, au fond, dans les logiques libertariennes, mais pas seulement. Donc ça crée une distance fondamentale. Alors, si on compare en revanche à l'échelle européenne, c'est assez intéressant aussi parce que la France se distingue par son caractère très étatisé, centralisé. La police en France, c'est devenu depuis justement le 19e siècle, principalement l'idée que ça se joue au ministère de l'Intérieur. C'est pas du tout le cas dans le modèle allemand contemporain, où on a une logique très fédérale. Ça se joue à l'échelle des Länder. C'est compliqué dans le cas espagnol, y compris, et on l'a vu avec les événements en Catalogne ces dernières années, parce que ça fait rejouer aussi des logiques différentes. Mais voilà, il y a des différences là-dessus de fonctionnement, alors qu'on a souvent fait coïncider avec la carte des gendarmeries, puisqu'en fait, la gendarmerie, c'est une invention française de la Révolution française, en gros. Il y avait la maréchaussée avant, mais la gendarmerie s'est créée en tant que telle sous la Révolution française. Et la gendarmerie a très vite essaimé, parce que notamment via la conquête napoléonienne, il y a eu des gendarmeries qui se sont créées dans plusieurs pays européens, en Italie, les carabiniers, en Belgique, aux Pays-Bas, dans beaucoup de pays. Et en général, là où il y avait une gendarmerie, il y avait ce modèle plutôt, cette culture plus centralisée. Mais bon, on ne peut pas trop généraliser, c'est compliqué de systématiser, parce qu'évidemment, les choses ont évolué aussi avec le temps. Mais je pense que l'existence, en général, d'une gendarmerie incitait les pouvoirs centraux à considérer que la police, c'était leur affaire. Merci. Oui, j'avais une question. On avait pu aborder le fait que c'était un sentiment d'insatisfaction et de manque d'efficacité qui avait mené à la professionnalisation de la police.
Mais ces derniers temps, on voit bien qu'elle est beaucoup critiquée, qu'il y a eu des scandales. En France, il y avait la question des violences policières avec le mouvement des Gilets jaunes, et même en Amérique avec le mouvement BLM et le sigle ACAB. Et donc je voulais savoir, pour vous, quelles seraient les pistes ou le prochain mouvement à venir pour essayer de satisfaire l'opinion publique? Est-ce que ce serait de repopulariser l'idée de voisins vigilants pour avoir une sécurité un peu plus communautaire par quartier? Est-ce que ce serait de désarmer les policiers comme en Grande-Bretagne? Ou est-ce que ce serait peut-être armer les citoyens? Je ne sais pas, si un jour l'Amérique, les idées américaines viennent jusqu'à nous. Enfin, vous pensez, quelles seraient les pistes pour satisfaire l'opinion publique face à ça? Alors merci pour votre question, mais heureusement je ne suis pas en responsabilité. Et je serais bien incapable. Mais moi je pense qu'il y a un élément, parce que il faut toujours être très prudent quand on fait ce genre d'analyse, mais il faut quand même se poser la question aussi effectivement de à quoi ça sert. À quoi ça sert l'histoire finalement aujourd'hui, pour éclairer un peu le présent. Moi j'ai eu le sentiment à la fin de découvrir quelque chose sur notamment l'histoire de la police de proximité. Je pense que c'est ça le grand sujet des 30 dernières années et le tabou absolu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe dans les années 70, et à mon avis c'est une vraie rupture, c'est au moins deux choses. D'abord une très forte augmentation de la petite délinquance, en partie par construction. C'est la loi de 70 sur la toxicomanie qui multiplie notamment les petits délits liés à la toxicomanie. C'est surtout la société de consommation qui fait exploser le nombre de vols. Ça, j'avais travaillé dessus dans un précédent livre. C'est vraiment spectaculaire, hein. Le nombre de vols est multiplié par 8 ou 9 en 20 ans. Donc c'est pas indifférent, parce que c'est pas de la grande délinquance. C'est géré par les assurances. D'ailleurs, en pratique, il n'y a plus vraiment de traitement policier, il y a un traitement assurantiel, notamment des vols de voitures ou ce genre de choses. Mais pour autant, on se rend bien compte que les individus, c'est pas indifférent d'être volés. Même si vous êtes remboursé par les assurances, quelque part, il y a le sentiment que quelque chose s'est brisé. Donc, il y a une demande de réponse. Or, alors qu'il y a cette demande de sécurité qui cherche à s'exprimer, il y a une police qui se défausse, qui disparaît. Et dans les années 70, il y a une vraie révolution pour les policiers, c'est l'automobile. Les patrouilles se font en automobile. Et les policiers en automobile, ça a été beaucoup étudié par les sociologues, ils sont invisibles. C'est pas du tout la même chose, un policier qui patrouille à pied, à vélo, à cheval ou en trottinette, ou un policier en automobile, parce que ça crée une distance, l'automobile. Alors ça a c'est efficace sur plein d'aspects, évidemment, mais cette distance, elle est très importante parce qu'elle nourrit le sentiment que le policier n'est plus que de passage. Si vous ajoutez à ça que c'est le moment où on ferme beaucoup de brigades de gendarmerie, pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles. Le modèle de la petite brigade, il n'a plus beaucoup de sens avec l'exode rural, il n'a plus beaucoup de sens parce que les gendarmes veulent aussi être plus efficaces en étant plus nombreux, plus regroupés. Mais bon, le résultat, c'est que si vous appelez aujourd'hui la gendarmerie le soir, c'est pas votre brigade de voisinage qui répond. C'est un centre d'appel à 200 km de là, qui redistribue l'appel, qui cherche des renforts. Mais vous voyez, il y a une distance qui se crée, et au fond, on n'a pas trouvé la solution. On n'a pas trouvé la solution entre, d'un côté, une police qui est plus éloignée, de l'autre, des gens qui veulent toujours une demande de sécurité. Dans l'entre-deux, la première réponse qui a été apportée, c'était les polices municipales. C'était une réponse qui pose des problèmes, mais qui avait une vertu, c'était de réintroduire un échelon, de dire, voilà, vous n'avez plus de policiers nationaux visibles. Je ne dis pas qu'ils font rien, c'est pas ça, mais ils sont justement pas visibles immédiatement. Vous aurez des policiers municipaux dans la rue. Mais ça ne marche pas partout, c'est pas tout à fait satisfaisant, ça pose des problèmes. Donc les voisins vigilants, c'est une solution complémentaire parmi d'autres. Mais c'est la même logique, c'est parce qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre police et société. Il y a eu une tentative ambitieuse de le combler, c'était justement le projet de réforme de police de proximité qui avait été lancé à la fin des années 90 dans le gouvernement de Lionel Jospin. Mais c'est un projet qui n'a jamais été vraiment mis en œuvre parce qu'en fait, il était immédiatement saboté par une partie des concepteurs eux-mêmes qui n'en voulaient pas. Et pour des tas de raisons, beaucoup de policiers n'en voulaient pas tous, mais beaucoup n'en voulaient pas, considéraient que c'était contre-productif. Beaucoup de policiers considèrent que leur mission,
c'est d'arrêter les voleurs. C'est pas illégitime, mais c'est pas forcément leur mission première. Et du point de vue des citoyens, en général, vous voulez pas forcément que le voleur soit arrêté, vous voulez qu'on soit dans la rue pour qu'il n'y ait pas de voleur. Ce qui n'est pas la même chose. Ça vous fait une belle jambe qu'on arrête votre voleur 3 ans après que le vol soit commis et le butin dispersé. Ce que vous voulez, c'est être rassuré, souvent. Donc c'est des logiques différentes. On peut comprendre la logique policière qui vise à une meilleure efficacité de la répression, mais on peut comprendre aussi la demande citoyenne qui est différente. Et il y a un point de déséquilibre. Et il me semble que là, cette incapacité à prendre la mesure de cette demande et le refus politique, parce que voilà, depuis 2002, Nicolas Sarkozy a envoyé paître la police de proximité, à Toulouse d'ailleurs. Voilà, il avait fait un discours là-dessus, il s'était attaqué d'ailleurs aux policiers locaux là-dessus. Voilà, il y a un choix qui a été fait, et 20 ans après, finalement, la question reste un impensé, un difficile à penser en tout cas, de la question sécuritaire. Pardon, bonjour. À cet égard, il y a une expression qu'on entend de moins en moins, et peut-être parce que le grade a disparu et que l'appellation n'existe plus juridiquement, mais gardien de la paix. Est-ce que vous pouvez situer l'apparition et la disparition, si effectivement elle est effective, de cette notion ? Alors ça existe toujours, mais effectivement ça s'emploie pas beaucoup. Alors c'est intéressant parce que là aussi, il y a toute une... La sémantique, elle dit quelque chose du rapport qu'on a à la police. Là, on parle de policiers civils. Les gardiens de la paix, c'est les agents de police, pour le dire vite. En fait, le terme générique au XIXe siècle jusqu'en 1870, c'est le terme de sergent de ville. C'est l'expression employée depuis 1829 et jusqu'à 1870. Et ça dit bien ce que ça veut dire. C'est d'abord l'image militaire. Uniforme, armes, etc. En 1870, il y a une révolution. Plus exactement, Napoléon III est fait prisonnier et donc son régime s'effondre. La République se remet en place. Une des toutes premières mesures, un des tout premiers décrets, c'est le licenciement général des sergents de ville. Tous licenciés, mais tous réembauchés sous le nom de gardiens de la paix. La symbolique est forte, c'est le passage à la République. Mais la symbolique est trompeuse, c'est les mêmes. Et les mêmes équipements, les mêmes... Alors, il y a les mêmes équipements. En fait, ils ont eu un projet. Il faudra un jour l'étudier parce qu'il est très curieux. Donc, je vous le cite juste par curiosité, mais il y a eu un projet de changer l'uniforme. Et là, on ne sait pas pourquoi. Il y a eu un styliste fou qui a proposé un uniforme vert avec un chapeau tyrolien qui n'a jamais été porté par personne, qui n'a existé que sous forme de prototype, mais on ne sait pas ce qui lui a pris. Enfin, là, c'est vraiment... il y a un vrai mystère. Donc, indépendamment de cet épisode, c'est les mêmes, sous un nouveau nom. Et donc, ce terme de gardien de la paix est resté. Alors, il a été plus ou moins revendiqué. Parce qu'il y a un moment où il est très revendiqué, il devient très politique, c'est dans les années 1970, après 68. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y a un conflit entre la position du ministre de l'Intérieur et la position du syndicat majoritaire des gardiens de la paix. Le ministre, même s'il y a eu plusieurs ministres, mais Raymond Marcellin en particulier, qui était surnommé Raymond la Matraque, ça donne une idée de sa politique, insistait pour une police plus répressive. Du côté des syndicats, ça a beaucoup changé, mais les syndicats de police des années 70 sont très liés au Parti socialiste. Donc ils sont très marqués plutôt à gauche. Et l'un des leaders de ce syndicat policier, Gérard Monat, va publier un livre qui s'appelle, et le titre est très parlant, « Flic ou gardien de la paix ». Et il explique que lui, il a fait son choix. Il ne veut pas être le flic que le ministre veut développer, il veut être le gardien de la paix. Donc le terme est très politique. Et comme il est devenu très politique, il va un peu glisser. Et dans les années 80-90, il y a des grandes réformes de la police qui correspondent aussi à un changement d'identité professionnelle. C'est le moment où les inspecteurs disparaissent et où on remplace les inspecteurs par des lieutenants, capitaines, commandants, en récupérant les grades militaires. Et dans le même ordre d'idées, le terme de gardien de la paix, il existe toujours, mais en fait, on entend davantage parler de brigadier de police. Ce qui est en fait la même chose, mais on revient à une sémantique plus militaire. Je vais laisser une dernière intervention.
C'est un peu parallèle, mais certains y voient un maintien de l'ordre, et c'est souvent appelé des vœux de certaines équipes politiques, c'est le versant éducatif, c'est-à-dire les éducateurs de rue qui ont une fonction de maintien de l'ordre, entre guillemets, plus éducative. Voilà, j'arrête. Alors, ça me permet de... Je vais rebondir sur votre remarque, parce que on posait cette question du policing tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est en fait la mission de police ? C'est pas facile à définir, hein, parce que la police, selon justement les époques, c'est des fonctions qui sont plus ou moins larges. Et globalement, depuis le 19e siècle, on a un modèle un peu stabilisé. En gros, la police, c'est ce que font les policiers. C'est évidemment une tautologie et c'est trivial, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que les missions attribuées à l'institution police correspondent à ce qu'on attend globalement de la police. On s'est habitué à ça. Il y a un moment où il y a une tentative un peu d'élargissement des horizons et de réflexions différentes, c'est à l'automne 1870. Donc on est dans cette révolution, le moment où les policiers deviennent gardiens de la paix, et un moment très compliqué parce que c'est le siège de Paris. Paris est assiégé par les Prussiens, et donc tous ces gardiens de la paix, tous les gardes nationaux, tous ceux qui sont capables de tenir une arme, ils sont chargés d'être sur les fortifications et de faire la guerre. Donc pour garantir la sécurité de Paris, il faut encore créer une nouvelle police, une nouvelle milice. Chaque arrondissement fait sa propre cuisine. Et il y a notamment, j'étudie dans ce livre, un corps de sécurité qui est créé par un maire d'arrondissement. Et ce maire d'arrondissement explique que c'est l'occasion de repenser ce que doit faire la police. Ce qui dit, après tout, ils n'ont pas d'armes parce qu'ils ne peuvent pas en avoir, c'est trop compliqué, ils en ont besoin ailleurs. Il dit, mais c'est pas grave, on va leur donner d'autres fonctions. On va notamment leur demander de s'occuper avant tout des files d'attente dans les commerces. On va leur demander d'aller voir les personnes âgées pour voir s'il n'y a pas de problème justement dans le contexte du siège, évidemment, de gens qui ne mangeraient pas à leur faim, etc. Et on leur donne une mission, mais qui est une mission de travailleur social, hein, complètement. Et c'est intéressant parce qu'ils appellent ça police. Et c'est intéressant aussi parce que ça existe le temps du siège de Paris, 3 mois, et l'idée disparaît, et elle est enfouie à tout jamais quasiment dans les archives, parce que c'est pas resté. Mais il y a, à certains moments, cette réflexion un peu à nouveau frais sur d'autres manières de concevoir les frontières de la police, parce que ça peut effectivement... c'est pas écrit, c'est pas... Il n'y a pas de définition essentialiste de la police. La police, et c'est ça qui est intéressant en histoire, elle fluctue dans ses institutions, ses individus, mais aussi ses fonctions, selon justement l'époque et la demande sociale. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut remercier Arnaud Dominique Hout. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée dans le cadre de la 7e édition du festival L'Histoire à venir, qui se tenait du 22 au 26 mai 2024, réalisée et mise en onde par Radio Radio.